À quel point les anciens Égyptiens étaient-ils doués pour s'orienter dans l'espace? On pourrait penser que les images du ciel prises il y a des milliers d'années sans télescope ne devraient en montrer que le Soleil, la Lune et une poignée des étoiles les plus brillantes. Cependant, sur le zodiaque de Dendera, les anciens Égyptiens représentaient également Mars, Mercure, Jupiter et Vénus, selon un motif qui ne se répète dans le ciel qu'une seule fois, presque tous les 1000 ans. Et cela est fait avec une telle précision qu'en utilisant des calculs modernes, les scientifiques peuvent déterminer la date à laquelle le mystérieux zodiaque a été créé. Bienvenue dans ce qui n'a jamais été raconté. L'an 50, avant Jésus-Christ. Et bien que les égyptologues considèrent que l'image est plutôt rituelle, d'autres chercheurs affirment que le zodiaque dentelé contient des informations astronomiques bien trop détaillées sur les étoiles et le mouvement des planètes pour l'époque. En fait, en observant le Soleil, les anciens Égyptiens croyaient que Rê le transportait dans le ciel à bord de sa barque solaire. Cependant, il est possible qu'en dépit de cela, ils aient eu des connaissances scientifiques plus approfondies que ce que nous avons l'habitude de leur attribuer. Et le zodiaque de Dendera est loin d'être le seul artefact capable de le prouver. Dans cette vidéo, tu découvriras pourquoi Stephen Hawking pensait que les anciens Égyptiens utilisaient l'aide d'une civilisation plus avancée. Auraient-ils vraiment pu traiter des matériaux venus de l'espace? Qu'est-ce qui suggère qu'ils auraient eu des contacts avec l'Amérique, des milliers d'années avant Colomb? Et de manière générale, quels artefacts mystérieux et découvertes surprenantes pourraient changer notre vision de l'Égypte ancienne? Certaines découvertes prouvent réellement que les technologies de l'Égypte antique étaient plus avancées qu'on ne le pense généralement. Les hiéroglyphes représentant des hélicoptères intriguent particulièrement les scientifiques pour de nombreuses raisons. Ils comptent parmi les plus anciens et ont été essentiels pour déchiffrer l'écriture hiéroglyphique primitive. Mais le plus grand mystère est qu'ils prennent des photos d'un hélicoptère, d'un résumé d'un avion là-bas. Selon la version officielle, il ne s'agirait que d'une coïncidence très particulière. Le fait est que ces hiéroglyphes se trouvent dans le temple d'Osiris à Abydos, dont la construction fut d'abord entamée par le pharaon Séti Ier, puis achevée par Ramsès II, qui fit recouvrir de plâtre les hiéroglyphes de ses prédécesseurs pour graver les siens par-dessus. Cela s'appelle un palimpseste. Avec le temps, le plâtre s'est partiellement érodé et, par conséquent, les hiéroglyphes se sont superposés, créant ainsi les images dans lesquelles nous voyons des inventions modernes. Mais certains chercheurs restent quelque peu sceptiques quant à l'explication scientifique. Pour eux, cela semble trop suspect pour n'être qu'une simple coïncidence. Il ne peut pas s'agir simplement d'un accident si les hiéroglyphes s'érodent et se superposent en formant des images distinctes de machines modernes. La docteure Ruth McKinley affirme qu'il s'agit d'une preuve directe que l'ingénierie de l'Égypte ancienne était très avancée. Selon sa théorie, il y a quelques milliers d'années, ils disposaient d'hélicoptères, de sous-marins et d'avions. Mais il s'agissait de technologies ultra secrètes. Mais si tel était le cas, les Assyriens auraient sûrement vu des machines lors des batailles contre les Égyptiens. Alors, leurs fresques, qui représentent les nombreuses batailles contre les armées des pharaons poissons, ressembleraient à cela. C'est pourquoi cette théorie paraît trop incroyable. Mais, qu'en est-il de l'oiseau de Saqqara? Il est souvent utilisé comme preuve que les anciens Égyptiens connaissaient les lois de l'aérodynamique. Certains scientifiques considèrent cette figurine comme un simple jouet, une relique du culte d'Horus, le dieu faucon. Cependant, l'égyptologue Khalil Massiha affirme que l'oiseau de Saqqara est un modèle d'un ancien planeur qui n'a pas encore survécu ni été retrouvé. Massiha explique l'absence du stabilisateur horizontal nécessaire au vol par le fait qu'il a été perdu. Le chercheur a même mené une expérience. Il a fabriqué un modèle de l'oiseau de Saqqara en y ajoutant la partie manquante. À l'issue de l'expérience, Massiha a découvert que l'oiseau était réellement capable de planer sur plusieurs mètres. Martin Gregory, spécialiste de la conception et du pilotage de planeurs, a mené une expérience similaire avec un oiseau de Saqqara. Gregory a créé des copies de l'oiseau de Saqqara et a réalisé une série de ses propres tests. Grâce à ces essais, il est devenu évident que l'oiseau était totalement instable, sans le stabilisateur horizontal. Mais un examen plus approfondi de l'artefact a révélé qu'il n'y en avait manifestement jamais eu. En revanche, ce modèle est une girouette remarquable. Il indique le flux du vent de manière précise et constante, ce qui signifie que les anciens Égyptiens savaient clairement comment utiliser l'énergie éolienne. Alors, aurait-il pu l'utiliser pour alimenter quelque chose? Le bas-relief lumineux de Dendera montre clairement une femme tenant dans ses mains un grand dispositif d'éclairage. Le bas-relief a été découvert dans le temple d'Hathor et semble avoir été délibérément caché dans des pièces étroites, en dessous du niveau du sol et difficilement accessibles. De plus, on ne peut pas l'expliquer comme un palimpseste, car l'image est conservée exactement telle que les anciens Égyptiens l'ont réalisée.
Cependant, les égyptologues expliquent que l'ampoule mystérieuse du bas-relief est une combinaison de symboles typiquement égyptiens. Le Hed représente Osiris et un serpent qui émerge d'une fleur de lotus. Le Ahed symbolisait la stabilité et la constance, tandis que le serpent et le lotus représentèrent la prospérité. Mais de nombreux chercheurs ne sont pas satisfaits de cette explication, surtout en considérant la ressemblance de la dendrolite avec le tube de Crook, l'une des premières ampoules industrielles. Ont-ils vraiment éclairé leur tombe avec quelque chose de similaire? En fait, l'électricité aurait été utile aux anciens Égyptiens lorsqu'ils travaillaient le matériau de base pour construire leurs temples et leurs pyramides. Aujourd'hui, on l'extrait à l'aide de pelleteuses, de bulldozers et d'explosifs. Je parle de granit très solide. Les scientifiques supposent que les anciens Égyptiens enfoncèrent des coins en bois dans les fissures et les points faibles de la roche, puis les immergèrent dans l'eau. Le bois gonflait, et ainsi, le granit se fissurait et pouvait être travaillé. Selon la science officielle, les anciens Égyptiens se contentaient soi-disant des outils retrouvés lors des fouilles, ou documentés par écrit ou par des dessins. Mais qu'en est-il aujourd'hui du perçage de trous dans le granit? Pour les abrasifs, on utilise des forêts à pointe de diamant ou de l'eau sous une pression énorme. Mais à ce jour, il n'est pas clair comment les anciens Égyptiens procédaient, car le cuivre dont ils disposaient à l'époque était trop tendre pour percer. On pense qu'ils utilisèrent du sable comme matériau abrasif. Cependant, certains scientifiques pensent que les anciens Égyptiens percèrent le granit à l'aide de dispositifs sonores qui restent encore à découvrir. De manière générale, il subsiste encore de nombreuses zones d'ombre dans l'art de la construction des anciens Égyptiens, mais à en juger par leurs réalisations architecturales, ils n'auraient rien pu accomplir de tout cela sans une forme de savoir particulier. Les anciens Égyptiens auraient-ils pu être plus intelligents que ce que nous pensons? Les chercheurs considèrent la grande pyramide de Gizeh comme l'une des principales preuves de cela. La plus grande pyramide de l'Égypte antique, et en même temps l'une de ses plus anciennes. 146 mètres de hauteur. Elle a été construite 1600 ans avant Jésus-Christ. Elle est composée d'environ 2 300 000 blocs pesant chacun environ 2 tonnes. Selon diverses estimations, sa construction a pris entre 20 et 40 ans et elle recèle encore de nombreux mystères. Comment les Égyptiens ont-ils réussi, relativement parlant, à ériger aussi rapidement la plus grande structure du monde antique? Les scientifiques n'ont pu expliquer que certaines des étapes de la construction. Les blocs de pierre étaient extraits d'une carrière située au sud de la pyramide. Et pour faciliter le transport de ces énormes blocs dans le désert, ils humidifiaient le sable avec de l'eau. Cependant, cela n'explique pas comment les Égyptiens ont réussi à hisser des blocs de plusieurs tonnes à plus de 100 mètres de hauteur. Les scientifiques pensent que, pour cela, il fallait une rampe, c'est-à-dire une pente régulière qui permettait de tirer les blocs vers le haut. À Atnoub, les archéologues ont découvert l'une de ces rampes creusées directement dans la roche. Elle était assez raide des deux côtés, flanquée d'escaliers bordés de trous répétés dans lesquels étaient autrefois plantés des poteaux en bois. On y trouve également des vestiges d'un système de cordes et de poulies, qui sont des roues servant à tendre les cordes. Cependant, malgré toute sa complexité d'ingénierie, cette rampe est bien trop petite pour construire quelque chose de comparable à la grande pyramide de Gizeh. D'après les évaluations, il aurait fallu une inclinaison d'environ 20 degrés pour élever les blocs. Cela signifie que la rampe qu'il aurait fallu ajouter à la grande pyramide n'aurait pas été moins massive que la pyramide elle-même. En raison de ces incohérences, l'écrivain et journaliste britannique Graham Hancock pense que les pyramides ont en réalité été construites par des représentants d'une civilisation ancienne hautement développée, car les Égyptiens eux-mêmes auraient manqué de l'expertise en ingénierie nécessaire pour les construire eux-mêmes. Il existe également de vifs débats concernant leurs autres caractéristiques. Un écrivain belge, un certain Robert Bobo, a trouvé un lien entre la position des 3 principales étoiles de la ceinture d'Orion et les 3 principales pyramides du complexe de Gizeh. Selon lui, les anciens Égyptiens possédèrent des connaissances relativement avancées en astronomie et en géographie, ce qui leur aurait permis de corréler avec précision les pyramides avec les étoiles. Mais cette théorie ne s'arrête pas là. Les scientifiques affirment que les pyramides ont été construites environ 500 ans avant Jésus-Christ. Autrement dit, toute ressemblance entre les pyramides et le ciel doit être liée à la disposition des étoiles à cette époque. Mais le ciel étoilé change au fil des années et, par conséquent, la constellation d'Orion avait une configuration totalement différente il y a 4500 ans. Mais étant donné l'alignement actuel des étoiles, la corrélation n'est pas précise. En utilisant l'équipement d'un planétarium, les astronomes ont découvert que, pour que les pyramides soient alignées selon la forme de la ceinture d'Orion, il serait nécessaire de modifier la disposition des premières ou de la seconde. Mais il existe des cas d'alignement céleste des pyramides qui ne peuvent être niés. Ce qui impressionne le plus les scientifiques, c'est la corrélation exacte de la grande pyramide de Gizeh.
avec les points cardinaux nord, sud, ouest et est. Pendant des années, les chercheurs ont essayé de comprendre comment les anciens Égyptiens faisaient cela. De plus, lors du solstice d'hiver, le soleil se couche au-dessus de la pyramide de Mykérinos. Cela a donné naissance à l'explication officielle, selon laquelle les anciens ingénieurs alignaient les pyramides en observant attentivement le mouvement du soleil, ou possédèrent les connaissances nécessaires pour créer des boussoles, mais que ces artefacts ne se sont tout simplement pas conservés. Autrement, ils avaient une compréhension de l'astronomie bien plus détaillée que ce que nous pensons, et pas seulement de l'astronomie. Scarlett Moffat, qui a participé à l'émission américaine I'm a Celebrity en 2016, a surpris le public en affirmant que la vitesse de la lumière dans le vide coïncide parfaitement avec la largeur de la grande pyramide de Gizeh. Et c'est un fait réel qu'on ne peut ni nier ni expliquer. Comment les anciens Égyptiens pouvaient-ils connaître la vitesse de la lumière? Traditionnellement, la science explique cela comme une pure coïncidence. Mais Moffat avait sa propre théorie. Elle a déclaré que selon les théories d'Einstein, il est nécessaire de se déplacer plus vite que la lumière pour voyager dans le temps. Cela implique que des personnes du futur pourraient dépasser la vitesse de la lumière pour voyager dans l'Égypte ancienne et qu'elles auraient construit les pyramides comme des objets particulièrement remarquables et surtout durables, qui contiennent un indice évident que le voyage dans le temps est réellement possible. Naturellement, même les spectateurs de l'émission ont commencé à se moquer de Moffat, mais très vite, Stephen Hawking lui-même a soudainement soutenu ces théories. Il lui a envoyé une lettre affirmant que la théorie du voyage dans le temps pourrait être une raison légitime derrière les étranges coordonnées des pyramides. Si les mystères de l'Égypte ancienne poussent des scientifiques aussi sérieux à parler de voyages aussi fantastiques, comment pourrions-nous expliquer des découvertes encore plus étranges et des artefacts authentiques de l'Égypte antique? De nombreux chercheurs spéculent que les anciens Égyptiens n'étaient pas en contact avec des personnes du futur, mais bien avec des extraterrestres. Mais, et si nous supposions que cela est vrai, alors, les anciens Égyptiens auraient eu besoin d'un endroit pour stocker le savoir extraterrestre. Selon la plupart de ces théories, nous devrions le chercher dans les puits à l'intérieur de la grande pyramide de Gizeh. Ils s'étendent depuis la soi-disant chambre du roi jusqu'aux profondeurs inconnues sous la pyramide. Certains scientifiques supposent que ces conduits ont été créés pour la ventilation, bien qu'il ne soit pas clair pourquoi les morts auraient besoin d'un accès à l'oxygène. Selon une autre suggestion, les puits auraient été conçus comme des sorties vers le ciel. Deux chercheurs, Virginia Trimble et Alexander Badawi, ont découvert que l'un des axes est orienté vers l'endroit où se trouvait l'étoile polaire à l'époque de la construction de la pyramide. L'autre axe, quant à lui, serait orienté vers la ceinture d'Orion. Ces deux objets célestes avaient une grande importance dans la mythologie de l'Égypte ancienne. Ou bien il pourrait s'agir de l'endroit où les profondeurs des pyramides recevaient des signaux cosmiques, selon de nombreux partisans du contact extraterrestre. La théorie aimerait y croire, mais en réalité, ces puits sont bloqués par d'énormes pierres qui empêchent tout accès direct au ciel. Quoi qu'il en soit, leur objectif reste un mystère à ce jour. Des scientifiques de l'université de Leeds, au Royaume-Uni, ont tenté de résoudre cette énigme. En 2020, ils ont conçu un robot qui a exploré 60 mètres de l'un des puits et a produit 9 heures d'images vidéo. Au bout du petit tunnel, le robot a contourné l'une des pierres qui bloquait le passage derrière la pierre. Il a découvert une petite chambre avec des symboles complexes dessinés sur le sol. On ne s'attend pas à trouver de telles choses dans des conduits de ventilation. Cependant, ce qui se trouve derrière la deuxième pierre, que le robot n'a pas pu franchir, demeure un mystère. Certains chercheurs pensent que les puits mènent au cachot des pyramides, où serait dissimulée la tradition secrète des civilisations extraterrestres. Plus tu caches quelque chose, mieux c'est, tu ne crois pas? Et cette idée apparemment ridicule continue de recevoir un soutien inattendu. La docteure Cathy Fort a réussi à pénétrer dans le puits d'Osiris. Ce cachot comportait 3 niveaux, dont le dernier mène à des tunnels aquatiques situés à plus de 38 mètres sous terre. Après le premier niveau, où il était difficile de respirer en raison du manque de ventilation, Cathy est entrée dans une chambre de pierre avec 7 cavités pour des sarcophages, dont seulement 2 étaient en place. Les sarcophages sont faits de basalte noir et de granit. Ils pèsent plusieurs tonnes et appartenaient aux gardiens élus ainsi qu'aux grands prêtres. Le 3e niveau du puits d'Osiris est sous l'eau depuis 1934, ce qui rend son exploration difficile. Mais le docteur Fort a jeté un coup d'œil dans le puits inondé. À travers l'eau, il a aperçu une dalle de pierre couverte de symboles énigmatiques, dissimulant un autre sarcophage mystérieux en dessous. Les égyptologues supposent qu'il s'agit de la tombe d'Osiris, car le puits porte son nom. Selon de nombreuses théories fondées sur les anciens mythes égyptiens, Osiris était un représentant d'une civilisation extraterrestre qui aurait transmis aux anciens Égyptiens des connaissances secrètes.
Et si dans sa tombe se cachait un complexe souterrain où, à l'abri des voleurs, seraient dissimulés non seulement des manuscrits extraterrestres, mais aussi des échantillons de technologie cosmique? Comme cet artefact en métal trouvé dans des tombes non loin du Caire, il a été fabriqué environ 3500 ans avant Jésus-Christ. Et en réalité, il s'agit de l'accessoire égyptien en métal le plus ancien jamais découvert. Autrefois, on pensait que la perle avait été moulée selon une méthode inconnue, mais des études récentes du matériau ont révélé qu'une forte concentration de nickel implique une origine métallique. Cela signifie que les Égyptiens possédaient littéralement des bijoux venus de l'espace. Les scientifiques pensent que les prêtres observaient attentivement les impacts de météorites. Pour eux, le métal céleste avait une valeur particulière, en raison de sa signification religieuse. Ainsi, la perle fabriquée à partir de ce métal a été placée dans la tombe comme un trésor. Mais les partisans de la théorie du paléocontact pensaient que de tels artefacts n'étaient rien d'autre que des cadeaux offerts par des représentants de civilisations extraterrestres. Si tel est le cas, une perle n'est pas tout. La dague de Toutankhamon a été enterrée avec la momie du pharaon il y a environ 3300 ans. Elle est également fabriquée à partir d'un météorite, mais le plus impressionnant concernant cette dague n'est pas l'origine cosmique de son métal, mais le fait qu'elle ait été façonnée et ornée de décorations fines et détaillées. Aucune autre découverte en fer météoritique n'atteint le niveau de finition de cette dague. Cela n'étonne pas les égyptologues, car les meilleurs artisans créaient des décorations pour les pharaons. Mais malgré tout, certains chercheurs pensent que la dague était un cadeau extraterrestre. Bien sûr, ce n'est pas le sabre laser de Luke Skywalker, mais c'est quand même vraiment génial. Cependant, si les anciens Égyptiens possédaient réellement une tradition secrète liée à l'espace, ils l'ont assurément très bien cachée. De plus, il semble que des gens ordinaires n'auraient tout simplement pas pu accomplir cela. Et si les anciens Égyptiens n'avaient pas eu besoin de contact extraterrestre, parce qu'ils étaient eux-mêmes des extraterrestres? Nous n'avons toujours pas de données définitives sur l'origine de Néfertiti, la date de sa mort, ni l'endroit où elle est enterrée. On dirait qu'elle est apparue de nulle part, puis qu'elle a disparu. En même temps, il est évident que Néfertiti a eu une influence significative dans l'Égypte ancienne. Cela est démontré par les représentations où elle apparaît de la même taille que son mari, le pharaon Akhenaton. Et son célèbre buste continue d'impressionner énormément par son apparence, qui correspond étonnamment aux standards de beauté actuels. On dirait que le sculpteur Thoutmôsis a trouvé son inspiration dans les pages de mode. Les scientifiques pensent que le buste de Néfertiti est en quelque sorte le modèle publicitaire du sculpteur, destiné à démontrer sa maîtrise et son processus de travail. C'est pourquoi, selon l'auteur, le visage de Néfertiti semblait parfaitement symétrique, respectant des proportions mathématiquement précises. On suppose également que cela explique la mystérieuse absence de l'œil, qui n'a jamais été retrouvé. Les égyptologues suggèrent que le sculpteur ne l'a pas inséré intentionnellement, afin de montrer l'une des étapes de la réalisation de l'œuvre. Mais il existe une version incroyable selon laquelle l'œil perdu marquerait en réalité une sorte d'implant de haute technologie. De quelle autre origine, sinon extraterrestre, pourrait-il venir ? Ce qui rend l'affaire encore plus intéressante, c'est que, ces dernières années, il est interdit de toucher le buste afin de ne pas l'endommager. Ou bien cela a-t-il été fait pour s'assurer que nous ne l'étudions pas de plus près et que nous ne trouvions pas de preuves de la théorie de l'implant? Alors, Néfertiti était-elle une beauté surnaturelle dans les deux sens du terme? La couronne géante de Néfertiti, qui démontrait son pouvoir, ne fait qu'alimenter les théories. Et si elle cachait un crâne allongé d'extraterrestres en dessous? Mais si les chapeaux extravagants indiquaient une origine extraterrestre, la façon la plus simple de trouver des extraterrestres serait d'assister à l'une des semaines de la mode annuelle. Cependant, il est intéressant de noter que le mari de Néfertiti, Akhenaton, portait une couronne similaire. De plus, il avait des lèvres et des oreilles inhabituellement grandes, ainsi que des traits du visage féminin. Pour cette raison, les scientifiques supposent qu'il souffrait du syndrome de Fröhlich, qui est caractéristique de ce type d'apparence. Cette maladie influence la puberté, de sorte que les hommes peuvent avoir une apparence féminine. Mais certains chercheurs pensent qu'Akhenaton n'était tout simplement pas humain. Et pour appuyer cet argument, ils utilisent souvent sa réforme religieuse radicale. Ce pharaon fut le seul souverain égyptien à avoir tenté d'imposer le culte d'un dieu unique. Les anciens Égyptiens ont adoré différentes divinités pendant des siècles, mais Akhenaton l'a interdit et a dépouillé les prêtres de tout pouvoir. Contrairement aux anciennes divinités anthropomorphes, le nouveau dieu unique, Aton, était représenté comme le soleil. C'est un symbole cosmique sans traits humains.
Les scientifiques expliquent les réformes d'Akhenaton par son désir de saper le pouvoir des anciens prêtres et de mieux unir l'Égypte grâce à la nouvelle religion. Mais des théories alternatives présentent Akhenaton comme un missionnaire extraterrestre, qui aurait tenté d'imposer un nouveau culte cosmique qu'il considérait comme plus progressiste. Mais, même si cela était vrai, Akhenaton n'a pas eu beaucoup de succès, car sa religion n'a duré qu'une vingtaine d'années. Après la mort de l'étrange pharaon, son successeur, Toutankhamon, rétablit les anciens dieux et coutumes, et les prêtres firent tout leur possible pour effacer de l'histoire toute mention du souverain rebelle. Mais il y eut un homme dans l'histoire de l'Égypte qui fut honoré encore plus que les pharaons. Il fut reconnu comme un demi-dieu, et des temples furent construits en son honneur. Et tout cela grâce à ses avancées scientifiques progressives. On pense qu'Imhotep est l'auteur de la forme pyramidale des tombes des pharaons. La création architecturale la plus célèbre d'Imhotep est la pyramide de Djesser, avec laquelle débuta la tradition architecturale de l'Ancien Empire. On pense également qu'Imhotep est l'auteur du papyrus Edwin Smith, le premier ouvrage médical connu de l'humanité. Il contient 48 cas de blessures, ainsi que des descriptions des examens et des traitements nécessaires. Et tout cela semble être apparu de nulle part. Dans la société antique, où avant et après Imhotep les pratiques médicales assez archaïques étaient très répandues, les archéologues ont trouvé des momies de femmes avec des tatouages dans le bas du dos. Cependant, cela n'était pas fait à des fins décoratives. Ces zigzags, symboles de l'eau, étaient tatoués sur le corps pour soulager la douleur pendant l'accouchement et les règles. Mais 1000 ans auparavant, Imhotep avait compris que les tatouages n'étaient pas les meilleurs analgésiques et prescrivait de véritables médicaments à base de substances disponibles localement à ses patients. Ces méthodes incluaient également des examens, des diagnostics, des massages et des recommandations diététiques. Les scientifiques expliquent l'approche novatrice d'Imhotep par son génie inné. Mais de nombreux partisans des théories extraterrestres affirment que ce génie était en réalité un médecin assez ordinaire, bien qu'il provienne d'une autre civilisation spatiale plus avancée. En arrivant sur Terre, il décida de faire tout son possible pour aider les personnes soignées par le biais de tatouages. Et si les principales figures influentes de l'ancienne Égypte étaient réellement des extraterrestres, alors toutes les découvertes étranges et coïncidences cessaient soudain d'être des anomalies et devenaient plutôt des conséquences ordinaires des contacts paléo. Mais pourquoi alors si peu d'informations sur ces interventions cosmiques ont-elles été conservées? Que se passerait-il si seulement une poignée d'extraterrestres ayant fui leur planète après une sorte de catastrophe globale était arrivée sur Terre? Ayant trouvé refuge sur Terre, ils ont probablement décidé de remercier les humains et de partager autant de connaissances qu'ils le pouvaient. Mais cela n'a pas suffi à faire progresser la société archaïque de l'Égypte ancienne. Qu'en pensez-vous? Est-il possible qu'avant de s'installer définitivement en Égypte, ils aient volé jusqu'en Amérique à la recherche des matériaux nécessaires? Sinon, comment expliquer ce qui suit? Au début des années 1990, la toxicologue allemande Svetlana Balabanova a réalisé une analyse biochimique d'une momie vieille de 3000 ans et y a trouvé des traces de cocaïne et de nicotine. Mais il est bien connu qu'à cette époque, la coca et le tabac ne poussaient qu'en Amérique, tandis que les anciens bateaux égyptiens n'étaient adaptés qu'à la navigation sur le Nil ou à de courts trajets en mer Méditerranée. Cela signifie-t-il que certains des pharaons extraterrestres ont traversé l'océan? En fait, l'existence d'anciennes chaînes d'approvisionnement en stimulants et hallucinogènes illégaux expliquerait beaucoup de choses. Qu'en penses-tu? Les Égyptiens ont-ils tout accompli par eux-mêmes, ou bien quelqu'un ou quelque chose les a-t-il aidés? Personnellement, nous pensons que tout a été créé à la perfection. Derrière chaque détail, il y a un créateur parfait. Rien ne peut échapper ou s'écarter de cette perfection. Dieu a créé tout cela dans un but, et nous ne finirons jamais de comprendre pourquoi ou comment, jusqu'à ce que nous le rencontrions et puissions lui demander « Qu'en penses-tu à ce sujet ?» Dis-nous ce que tu en penses dans les commentaires, abonne-toi et aime la vidéo. On se retrouve à la prochaine. Et n'oublie pas, nous sommes ce qui n'a jamais été raconté.